Mais ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment fantastique comme école, un énorme succès. Puis bon, il y a plusieurs bonnes raisons, je crois, d'avoir une discussion sur l'expérience du Black Panther Party. Mais la première qui me vient en tête, c'est quand je pense à la nature de notre époque. Si on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est une époque de révolution, comme on a discuté ce matin. Une époque de crise du système capitaliste. Puis les États-Unis en particulier sont au cœur de cette crise-là. Puis on n'a pas besoin de reculer bien loin pour le voir. C'était il y a à peine 2 ans, l'énorme mouvement de masse, Black Lives Matter, après le meurtre policier de George Floyd. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des turbulences politiques aux États-Unis et des luttes de masse. Puis à bien des égards, je dirais que les années 60-70 ont bien des ressemblances avec ce qu'on voit aujourd'hui. On avait aussi une tempête parfaite aux États-Unis à l'époque. Il y avait la guerre du Vietnam, le mouvement anti-guerre, il y avait une montée des grèves sauvages en particulier, et bien sûr la lutte pour l'émancipation des Noirs qui a inspiré le monde entier. Puis à la tendance marxiste internationale, on s'est donné une grande tâche, construire dans tous les pays une organisation révolutionnaire capable de mener au renversement du capitalisme. Puis on se base sur plus de 150 ans de lutte, de victoires, de défaites, de mobilisation héroïque, de tentatives inspirantes de lutter pour le socialisme. Puis on trouve chez les Black Panthers une histoire inspirante de milliers de jeunes noirs qui sont entrés dans la lutte contre leurs oppresseurs, leurs exploiteurs, dans le but de faire une révolution puis renverser le système. Une histoire qui mérite d'être étudiée. Mais aussi, des fois, il y a ce préjugé contre le marxisme qu'on se préoccupe juste de l'économie ou les classes, puis que toutes les autres luttes sont supposément secondaires. Mais c'est pas le cas du tout. La lutte pour une société socialiste est inconcevable sans une lutte contre toutes les formes d'oppression. C'est Marx qui a dit à son époque, un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre. C'est une idée qui va pour la lutte contre toutes les formes de racisme, d'oppression nationale et d'oppression en général. C'est une partie intégrante de la lutte pour une nouvelle société. Et là-dessus aussi, l'histoire des Black Panthers est riche en leçons pour quiconque veut lutter contre l'oppression. Puis c'est une question qui est brûlante d'actualité. Des millions de personnes sont radicalisées par les oppressions épouvantables qu'on voit fomentées par le système capitaliste. Puis pas juste les personnes noires, mais les personnes de toute identité, de toute identité se joignent à ces luttes-là. Bien des gens se tournent vers les luttes du passé et trouvent une inspiration puis des enseignements dans les luttes, en particulier des années 60 et 70. Puis le mouvement de libération des Noirs, en particulier, des années 50, 60, 70, est extrêmement inspirant. Puis les Black Panthers sont souvent repris aujourd'hui ou inspirent des jeunes, puis c'est pas pour rien. Parce que les Black Panthers, je dirais, se distinguent comme un des groupes les plus audacieux, les plus combatifs de leur époque. Un des cofondateurs du parti, Bobby Seale, il disait des paroles que je vais citer, que vous avez sûrement déjà entendues, mais qui donnent vraiment un aperçu de l'esprit de l'époque. Il disait « Nous ne combattons pas le racisme par le racisme. Nous combattons le racisme par la solidarité. Nous ne combattons pas le capitalisme d'exploitation par le capitalisme noir, nous combattons le capitalisme par le socialisme. Il ne s'agit pas du tout d'une lutte raciale. Selon nous, il s'agit d'une lutte de classe entre la classe ouvrière prolétarienne et la petite classe dirigeante minoritaire. Les membres de la classe ouvrière de toutes les couleurs doivent s'unir contre la classe exploiteuse et oppressive. Donc, permettez-moi d'insister à nouveau, nous croyons que notre combat est une lutte de classe et non une lutte de race. Cet appel-là, cet appel inspirant à l'unité de classe, ça terrifiait la classe dominante américaine à l'époque. C'est pas pour rien d'ailleurs que le directeur du FBI considérait le Black Panther Party, et je le cite, sans aucun doute comme la plus grande menace à la sécurité intérieure du pays. Ça, c'était en 1968. Donc c'est une histoire qui est inspirante, mais ce serait une erreur d'embellir cette histoire-là. Le parti a été fondé en 1966. Il a atteint son apogée en 1969-70 avec environ 5000 membres, des sections dans 68 villes. Mais déjà en 1972, le parti existait à peine, puis était à toute fin pratique détruit. Comment est-ce qu'on peut expliquer une montée et une chute aussi rapide? Il y a bien des choses qu'on peut apprendre de cette histoire-là pour réussir là où ils ont échoué, réussir à bâtir une organisation capable de mettre le capitalisme aux États-Unis et ailleurs dans la poubelle une fois pour toutes. Puis toutes ces raisons-là justifient entièrement l'intérêt qu'on porte au Black Panther Party aujourd'hui à l'école francophone. Et donc pour comprendre la montée du parti, il faut reculer un peu dans l'histoire. Je pense pas que j'ai besoin de prendre beaucoup de temps pour démontrer l'oppression des Noirs aujourd'hui et à l'époque.
On sait qu'il y a eu la guerre civile américaine au milieu du 19e siècle, qui a renversé l'esclavage, mais qui n'a certainement pas renversé l'oppression, qui a continué à travers le temps. Puis au cours du 20e siècle, il y a eu deux grandes migrations des Noirs du Sud vers l'Ouest et le Nord qui fuyaient une oppression intolérable dans le Sud. Première migration de 1,6 million de Noirs entre 1910 et 1940. Une deuxième de 4,3 millions de Noirs entre 1940 et 1970. Mais en quittant le Sud, ils arrivaient au Nord et trouvaient la même hostilité, le même racisme qu'au Sud. Puis des millions de Noirs sont devenus des travailleurs dans les industries de l'Ouest, du Midwest et du Nord-Est. Et dans le Sud, les Noirs ont migré des zones rurales vers les centres urbains. Donc on a vu une prolétarisation de masse des personnes noires aux États-Unis. Puis ça a changé le caractère de la lutte. Parce que avant ça, les Noirs étaient surtout des métayers, qu'on appelle des fermiers aussi. C'est moins enclin à la lutte collective. Et donc, il y a un pouvoir économique aussi moins concentré, mais les travailleurs, par leur pouvoir économique, leur concentration, peuvent exercer une énorme pression, un énorme pouvoir à travers les grèves, les manifestations, etc. Puis donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a vu la montée du mouvement des droits civiques dans les années 50. Donc, un mouvement de masse pour les droits démocratiques des Noirs qui faisait face à la ségrégation, qui a débuté dans le Sud, contre les lois qu'on appelle les lois Jim Crow. C'est quoi les lois Jim Crow? C'était une série de mesures dans les différents États du Sud, surtout, qui favorisaient explicitement la ségrégation. Il y en a plusieurs qui reviennent souvent dans plusieurs États. La ségrégation scolaire, les Noirs et les Blancs dans des écoles séparées, et les écoles noires systématiquement sous-financées. La ségrégation dans les transports, les Blancs avaient les sièges dans l'avant. Ségrégation dans les restaurants, ségrégation dans les parcs, imaginez. Puis toutes sortes d'obstacles au droit de vote des Noirs, qui ont le droit de vote sur papier. Mais par exemple, il y avait ce qu'on appelait les white primaries. Les Noirs étaient exclus du vote pour les primaires américaines. Puis ça a été déclaré inconstitutionnel en 1944. Mais le Parti démocrate d'ailleurs, a continué à refuser les candidatures de personnes noires. Si bien qu'en 1952, dans les 11 anciens États esclavagistes, il y avait juste 1,3 million de Noirs sur 6 millions inscrits aux listes électorales. Donc il y avait le droit de vote sur papier, mais dans la réalité, il y avait toutes sortes d'obstacles. Puis bien sûr, c'était pas juste une question de droit démocratique, il y avait des énormes inégalités économiques. En 1951, un Noir gagnait 62% du salaire d'un Blanc. Puis en 1962, ça avait baissé. 55% du salaire d'un Blanc était gagné par les Noirs en général. Donc c'est toutes ces injustices-là qu'on menait au mouvement de masse pour les droits civiques. Ça a commencé, vous le savez peut-être, par cet accident qui a exprimé la nécessité d'un mouvement. Rosa Parks, une jeune noire qui refuse de céder son siège dans l'autobus, même pas pour des raisons politiques au départ, mais ça crée un mouvement de masse parce qu'elle se fait arrêter par la police, donner une amende, et donc ça part un mouvement de masse de boycott des autobus de Montgomery, en Alabama, où Rosa Parks s'était fait arrêter. Un des hommes à la tête de ce mouvement-là, c'est Martin Luther King Jr. Et donc l'année d'après, après ce mouvement de boycott, la ségrégation dans les autobus est interdite. Un autre épisode dans le mouvement des droits civiques, c'est les sit-ins. Donc ça a commencé en février 1960, à l'initiative d'étudiants. Ils entraient dans les restaurants pour Blancs, puis ils demandaient à être servis. Des personnes noires qui rentraient dans les restaurants pour Blancs, même si on leur refusait, ils restaient, sit-in, ils s'assoyaient jusqu'à temps qu'ils soient servis. Mais les racistes blancs venaient les bousculer, les violenter, les narguer. Mais les sit-ins ont continué dans les jours suivant cette première tentative-là. Puis les sit-ins se sont répandus partout dans le Sud et même dans certains États du Nord. Puis il y aurait plus de 70 000 personnes qui ont participé au sit-in dans les restaurants. Puis en 1961, la ségrégation des restaurants a été déclarée inconstitutionnelle. Puis un truc que je veux mentionner, c'est le mouvement de sit-in a mené à la création du Student Nonviolent Coordinating Committee, le SNCC, qui a gardé en tête parce qu'il joue un rôle plus tard. C'était une organisation composée de Noirs et de Blancs. Puis le SNCC va aussi participer à ce qui est un mouvement qu'on appelait les Freedom Rides, qui était essentiellement de prendre des autobus avec des Noirs et des Blancs, puis traverser les États pour essayer de briser la ségrégation dans le transport entre les États. Puis donc, puis eux, ils se faisaient aussi tabasser par des racistes blancs. Ils se faisaient brûler leurs autobus sans que la police fasse quoi que ce soit. Fait qu'imaginez la situation. On a des dizaines de milliers de Noirs qui luttent pour des droits civiques de base, qui se font battre par des racistes, harcelés, insultés par la police. Tout ça va amener une énorme radicalisation des Noirs. En 1963, on a
la fameuse marche sur Washington avec Martin Luther King et son fameux discours I Have a Dream. Mais ce que les camarades ne savent peut-être pas, c'est que le nom complet de l'événement, c'était la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Donc, il y avait aussi un focus sur la question économique, la question de classe. Et donc, cet énorme mouvement-là, dont je pourrais parler pendant longtemps, ça a mené à des victoires. En 1964, il y a eu le Civil Rights Act qui rendait toute forme de discrimination illégale. Puis en 1965, le Voting Rights Act qui garantissait le droit de vote des Noirs et rendait illégale aussi toute discrimination. Donc, des victoires dues à la lutte de masse des Noirs, mais aussi des Blancs. Mais donc, c'était des concessions nécessaires pour la classe dirigeante pour éviter une explosion, mais ça n'a pas arrêté le mouvement d'émancipation noire. Parce que malgré les droits démocratiques formels qui ont été donnés, la souffrance, l'exploitation réelle, elle restait. Puis on a vu donc la radicalisation du mouvement, y compris les meilleurs leaders de l'époque. Malcolm X, par exemple, est très célèbre. C'est un membre du groupe qui s'appelait Nation of Islam, un groupe de nationalistes noirs qui défendait le séparatisme. Mais progressivement, Malcolm X s'est radicalisé, a quitté ce groupe-là, est arrivé à la conclusion que le problème, c'était pas l'homme blanc en général, mais le système capitaliste lui-même. Et c'est de lui que vient la fameuse citation « Il n'y a pas de capitalisme sans racisme », qui est une idée, au fond, très, très juste. Et c'est pas un hasard si Malcolm X a été assassiné en 1965. Mais Malcolm X a eu une énorme influence sur les jeunes militants noirs. Puis le Black Panther Party s'inscrivait dans la tradition de Malcolm X. Il reprenait son slogan de lutter par tous les moyens nécessaires contre l'oppression. Puis même la biographie de Malcolm X était une lecture obligatoire à une certaine époque au sein du Black Panther. Mais donc, c'est cette époque-là, le milieu des années 60, on voit les soi-disant émeutes raciales, les race riots, commencer dans un paquet de villes américaines, notamment à Watts, à Los Angeles, une énorme émeute où il envoie la garde nationale, l'armée. Il y a eu 34 morts, des milliers de blessés. L'été 1967 a été rebaptisé le long et chaud été de 1967 avec plus de 150 soi-disant émeutes raciales partout aux États-Unis. Ce qui montrait clairement que rien n'avait été résolu quant à l'oppression des Noirs. Martin Luther King lui-même s'est énormément radicalisé dans cette période-là. Puis vers la fin de sa vie, il faisait ouvertement des déclarations qu'il faudrait que les États-Unis aillent vers le socialisme. Puis il a été assassiné, lui aussi, en avril 1968. Mais c'est pas tout le monde qui sait que quand il a été assassiné, il s'en allait soutenir une grève sauvage des éboueurs noirs de Memphis. Donc il essayait de former un mouvement de coalition incluant le mouvement ouvrier et les syndicats pour lutter contre le racisme. Mais donc, l'assassinat de Malcolm X, l'assassinat de Martin Luther King, ça a eu aussi un impact sur le mouvement. Pour beaucoup, ça montrait que les méthodes non violentes, parce que MLK c'était ça, c'était la non-violence, les manifs pacifiques, mais que ça suffisait pas, puis que l'État américain, lui, il était prêt à prendre tous les moyens pour remettre les Noirs à leur place. Puis donc, une couche du mouvement voulait aller plus loin que juste les droits formels. Donc, j'ai déjà mentionné que le racisme n'a pas pris fin après la fin de l'esclavage. Je pense que c'était assez évident. Parce que c'est devenu un outil très utile dans les mains de la classe dirigeante américaine pour diviser les travailleurs, susciter la haine entre les travailleurs basée sur la couleur de la peau. Mais on sait que la classe ouvrière n'est pas à l'abri de la pression idéologique de la classe dominante. Puis le racisme, il faut l'admettre, avait de la place dans le mouvement ouvrier, à commencer par la bureaucratie syndicale. Puis en fait, l'AFL-CIO, qui était la principale centrale, qui est toujours aujourd'hui, la principale centrale syndicale américaine, appuyait pas le programme des droits civiques, avait même refusé d'appuyer la marche sur Washington. Il disait, vous pouvez y aller individuellement si vous voulez, mais nous, on ne l'appuiera pas. Ça montre comment les bureaucrates syndicaux étaient complètement déconnectés du mood, de l'humeur radicale qui se développait chez les Noirs en particulier. Puis même des nombreux syndicats pratiquaient la discrimination, refusaient d'embaucher des Noirs, et la bureaucratie syndicale tolérait les locaux syndicaux qui pratiquaient encore la discrimination. On a l'impression que la bureaucratie syndicale avait plus peur de froisser les racistes que de lutter pour l'émancipation des Noirs. Mais donc, le conservatisme de la bureaucratie syndicale, c'est aussi un facteur dans la situation qui fait que même ça allait laisser des traces dans l'idéologie de certains leaders du Black Panther Party qui pensaient que c'était pas, qui rejetaient la possibilité de travailler, puis qui rejetaient en fait l'idée que la classe ouvrière blanche industrielle pouvait mener la lutte. Ce qui est évidemment, je pense, une erreur, mais on peut comprendre pourquoi. C'est quoi les circonstances qui mènent à ce que des idées comme ça prennent leur place dans le mouvement. Donc c'est ça la toile de fond générale sur laquelle
le Black Panther Party va connaître sa montée en puissance. Donc, un mouvement de droit civique qui a fait des gains, mais l'oppression réelle continue. La bureaucratie syndicale qui a un frein sur le mouvement, puis une couche de jeunes qui est impatiente d'aller plus loin dans la lutte. Donc, le Black Panther Party a été fondé en octobre 1966 par deux militants, Huey Newton et Bobby Seale, que j'ai déjà mentionné. C'est juste à Oakland, en Californie, au départ. C'était une organisation essentiellement locale. Puis le nom complet, d'ailleurs, c'était le Black Panther Party for Self-Defense. Puis comme le nom le laisse deviner, mais ils ont commencé par s'armer et armer les Noirs des quartiers pauvres pour résister à la brutalité policière, les armes à la main. Puis ils ont organisé des patrouilles pour surveiller la police, en fait, suivre les chars de police, puis vérifier que les policiers faisaient rien d'illégal eux-mêmes. Puis en fait, croyez-le ou non, mais se promener dans des patrouilles, les armes à la main, à l'époque, c'était légal. Puis évidemment, l'État n'a pas aimé ça quand les personnes noires ont commencé à s'armer. Le gouvernement de Californie a fait passer une loi qui interdisait le port d'armes en public sans permis, pour priver les Black Panthers de leur principale méthode à l'époque pour attirer l'attention, attirer des appuis. Puis ça, il y a un point là-dessus, on voit vraiment l'hypocrisie de la classe dirigeante américaine. On le voit aujourd'hui, la NRA, la National Rifle Association, qui veulent défendre le droit de porter des armes et tout ça. Mais quand c'était les Noirs qui s'arment, oh non, ça c'est inacceptable. Les opprimés qui prennent les armes, ça, on peut pas avoir ça. T'sais. Donc, une énorme hypocrisie sur ces questions-là. Mais donc, autour de l'adoption de cette loi-là, le Black Panther a organisé un coup d'éclat. Ils sont allés au Capitole de Californie, la journée que la loi devait être adoptée, armes à la main pour protester contre l'adoption de cette loi-là. Puis ça a permis de propulser, si on veut, le Black Panther, de donner une vitrine nationale, puis même internationale, en fait. Donc, c'est un gros coup d'éclat qui a propulsé le parti. Puis pas longtemps après, ils ont publié leur fameux programme en 10 points, dont j'aurais pas le temps de parler en détail, mais ce programme-là, ça donne un peu un aperçu du mélange idéologique qu'on avait à l'époque dans le Black Panthers. Un aperçu, puis il faut l'avouer, c'était une faiblesse du parti dont je vais parler, leur manque de clarté idéologique. Donc un mélange d'influences marxistes combiné aux idées maoïstes, le nationalisme noir, etc. Il faut comprendre que ce mélange idéologique-là, c'était aussi un produit de l'époque dans laquelle le parti a monté. Parce que le Black Panther Party s'est aussi développé au moment des révolutions coloniales. En Afrique, en Amérique latine et centrale, en Asie, en Amérique, Cuba, la guerre d'Algérie, la révolution chinoise et ses suites. Ça a massivement influencé les dirigeants du Black Panther. Même à son apogée, le Black Panther Party avait une ambassade du parti en Algérie. Et Huey Newton avait été invité à visiter la Chine maoïste. D'ailleurs, pas longtemps avant que Richard Nixon y aille lui-même. En tout cas, c'est les contradictions de l'État chinois. Mais bref, donc les Black Panthers s'inscrivaient ouvertement dans le courant des luttes des peuples opprimés partout. S'identifier aux combattants au Vietnam aussi. Et puis la mobilisation contre la guerre du Vietnam, ça a aussi propulsé le Black Panther aux États-Unis. Mais c'était une époque de révolution, d'ailleurs, pas juste dans les colonies ou les semi-colonies. On sait, il y avait mai 68 en France, l'automne chaud en Italie, il y avait des mouvements au Québec même à l'époque. Puis cet esprit révolutionnaire-là, ça imprégnait les Black Panthers. Les meilleurs éléments, comme j'ai déjà dit, mettaient l'avant que c'était une lutte de classe et non une lutte raciale. Puis un d'eux, que je vais citer encore, Fred Hampton, un des militants les plus inspirants de l'époque, leader du parti à Chicago, c'est lui qui disait « Vous ne combattez pas le racisme par le racisme, nous allons combattre le racisme par la solidarité. Nous disons que vous ne combattez pas le capitalisme avec un capitalisme noir, vous combattez le capitalisme avec le socialisme. » Ça, c'est le meilleur de l'époque qu'on voyait. Un appel à la lutte commune contre le capitalisme, qui est un appel que nous, on reprend aujourd'hui dans la lutte. Mais c'était quoi le marxisme, entre guillemets, en vogue à l'époque, dans les années 60? Ben, les idées maoïstes en particulier étaient très influentes. D'ailleurs, les Black Panthers, dans leur premier temps, ils vendaient des copies du petit livre rouge de Mao pour s'acheter des armes à l'université. Mais donc, évidemment, c'est pas la place ici dans la présentation pour discuter en détail des idées maoïstes. Mais quand même, je vais mentionner une petite explication parce que ça aide à comprendre aussi l'idéologie des Black Panthers. Et donc, on peut pas comprendre le maoïsme sans comprendre ce qui s'est passé dans la Révolution russe. Après la Révolution russe de 1917, où les travailleurs ont pris le pouvoir, ben, la Révolution s'est trouvée isolée. Après la Première Guerre mondiale, la guerre civile,
le pays a été détruit économiquement. Fait que l'isolement de la révolution, les conditions économiques horribles, ça a été le terrain pour la montée d'une bureaucratie en Union soviétique. La bureaucratie autour de Joseph Staline, qui a ensuite avancé une théorie qui avait pour but de justifier les privilèges de la bureaucratie soviétique, la théorie du socialisme dans un seul pays, où essentiellement la tâche des travailleurs russes, c'était d'aider à la construction du socialisme en URSS. Mais cette idée-là, qui est vraiment le contraire de l'internationalisme, s'est répandue dans le mouvement communiste mondial. Puis chaque pays, puis cette théorie-là a sa propre logique aussi, chaque pays peut faire sa révolution dans son propre pays. Puis Trotsky parlait de ce processus-là, il appelait ça la dégénérescence nationaliste des partis communistes partout dans le monde, où chacun fait le socialisme dans son propre pays. Mais donc dans chaque pays, les communistes font leur propre affaire et l'idéologie socialiste, si on veut, a pris une couleur nationale un peu partout dans les partis communistes. Et donc Mao, en Chine, était défenseur des idées de Staline et la perspective du socialisme dans un seul pays, en Chine, a mené, et la défense des intérêts de la bureaucratie en Chine, a mené un conflit ouvert avec l'Union soviétique dans les années 60, le conflit sino-soviétique. Donc la Chine construit dans son propre pays, l'URSS fait sa propre affaire aussi. Mais pour revenir aux Black Panthers, donc il y avait un peu cette idée que oui, le marxisme c'est intéressant, ça peut nous aider, mais ça prend une idéologie propre à la lutte des Noirs américains. Donc on voit un peu les traces de cette idée-là d'une idéologie nationale propre pour arriver à notre propre socialisme. C'est plus clairement expliqué que nulle part ailleurs dans un document qui avait été publié On the Ideology of the Black Panther Party, donc un livret sur l'idéologie du parti, qui est écrit par Eldridge Cleaver, qui est un personnage assez important, un des principaux leaders. Puis dans ce livret-là, ça montre vraiment le mélange idéologique du parti. Je vais le citer un peu. Il dit « Par le passé, les marxistes-léninistes des États-Unis se sont trop appuyés sur des analyses étrangères, importées, et ont sérieusement déformé les réalités de la scène américaine. » Donc il dit « Il faut une synthèse idéologique strictement américaine. » Il dit d'ailleurs, la classe ouvrière industrielle est trop corrompue pour mener la lutte pour le socialisme. Il dit que le marxisme a peu de choses à dire sur la question du racisme et dit que le marxisme est une excroissance des problèmes européens et principalement préoccupé à trouver des solutions aux problèmes européens. Puis, je ne sais pas si vous reconnaissez ces idées-là, mais c'est des choses qu'on entend vraiment beaucoup dans la gauche, le mouvement ouvrier, le mouvement étudiant surtout. Encore aujourd'hui, cette idée que le marxisme serait eurocentrique, aurait rien à dire sur le racisme, c'est pas du tout le cas. Il y a des écrits exceptionnels de Marx et Engels sur la guerre civile américaine, la colonisation en Inde, l'émancipation des Irlandais, des Polonais. Lénine et Trotsky ont écrit sur la lutte contre l'oppression nationale, la lutte des femmes, l'oppression des Juifs, etc. Puis l'idée que la classe ouvrière industrielle est trop corrompue, trop privilégiée, etc. pour mener la lutte, ben c'était une idée très en vogue dans la gauche. On vient de parler de l'école de Francfort à la séance d'avant. Toutes ces idées-là étaient très à la mode. Puis le Black Panther, d'ailleurs, avait pas tant de lien avec la classe ouvrière. Je vais y revenir. Mais d'ailleurs, c'était semi-conscient, en fait. Il visait pas à plonger des racines dans la classe ouvrière industrielle. Et donc, cette brochure-là donne vraiment un aperçu de ce qu'on trouve chez les Black Panthers, en fait. D'un côté, tu as des appels inspirants à l'unité de classe dans certains discours, dans certains écrits, mais aussi des idées confuses, comme ce que je viens de lire, qui mènent à des erreurs dans la pratique. Une autre influence de l'époque, mais c'est le nationalisme noir qui avait connu une remontée dans les années 60. Le mouvement du Black Power, qui est un slogan avancé par Stokely Carmichael, qui était le leader du SNCC, dont j'ai parlé tantôt. Qui avance ce slogan-là, c'est une espèce de cri de ralliement de la couche radicalisée de la jeunesse noire. Donc, il demande plus de contrôle par les communautés noires, le pouvoir politique par et pour les Noirs. Puis dans un sens, c'est un reflet de la radicalisation des Noirs. C'était un pas en avant dans la mesure où c'était une rupture avec les partis de l'establishment, les démocrates et les républicains, évidemment. Puis ça prenait la direction d'une opposition au capitalisme. Mais le nationalisme noir, bien que c'est souvent l'expression d'un sentiment progressiste de lutte contre l'oppression, peut mener à des conclusions dans la pratique qui mènent à diviser le mouvement. Puis on l'a vu justement dans le SNCC que j'ai mentionné. En 1966, le SNCC fait voter d'expulser les Blancs de sa propre organisation. Ça a été très serré comme vote d'ailleurs, mais ça a passé, puis le mal était fait. Puis ça a eu son impact dans le Black Panther. Carmichael va rejoindre les Black Panther Party, il va être nommé d'ailleurs un des dirigeants du parti, et va apporter avec lui sa perspective nationaliste noire. Et donc il y avait toujours cette confusion idéologique dans le parti, un mélange de nationalisme noir, d'internationalisme, de maoïsme, et j'en passe, il y en avait d'autres aussi.
C'est pas une question secondaire, la question des idées. On est à une école marxiste, on met beaucoup d'accent sur la théorie, la formation politique, parce qu'inévitablement, des erreurs, des confusions dans la théorie, ça mène à des erreurs et des confusions dans la pratique. Puis parlant de pratique, ben quand on entend parler des Black Panthers, une des choses qui revient de l'avant souvent, c'est leur série de programmes communautaires. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la tactique du mutual aid, donc l'entraide. La tactique de l'entraide, une idée tirée du maoïsme d'ailleurs, l'idée de servir le peuple, que le rôle des révolutionnaires, ou au moins un des rôles, c'est d'avoir quelque chose de concret à donner aux opprimés. Il faut faire quelque chose ici et maintenant pour alléger la souffrance des travailleurs. Puis c'est ça que les Black Panthers ont commencé à faire dès 1969. Ils ont mis sur pied leur programme de déjeuner pour les enfants, petit déjeuner, ici, qu'on dit, mis sur pied des cliniques médicales, gratuites, des écoles, un service d'ambulance même, des distributions de vêtements gratuits. Mais c'est certainement leur programme de petit déjeuner pour les enfants qui est le plus célèbre. Puis le directeur du FBI, encore lui, il voyait une énorme menace. Imaginez, hein, servir des enfants, c'est tellement dangereux, c'est tellement subversif, mais il voyait ça comme une couverture pour de la propagande communiste, en fait. Mais la question, la tactique de l'entraide, du mutual aid, c'est pas juste une question historique, en fait. C'est une question très actuelle. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, avec la crise de la COVID, avec les États qui appliquaient des demi-mesures, qui laissaient les gens à eux-mêmes, ben, l'idée de réseau d'entraide est revenue de l'avant. En fait, aux États-Unis, après les premiers mois de la COVID-19, il y a eu plus que 1000 réseaux d'entraide qui se sont créés à travers les États-Unis. Ça a été similaire aussi en Grande-Bretagne. Je pense qu'il y a eu 1500 réseaux de mutual aid au Royaume-Uni. Puis tu as des milliers de jeunes qui voient les horreurs du système capitaliste, qui se posent la question, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer les choses? Puis beaucoup de gens vont se retourner vers l'entraide, que ce soit la nourriture, les vêtements, les services aux plus démunis. Fait que c'est important de discuter la position marxiste sur la tactique de l'entraide. Le premier truc que je dirais, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tout mettre dans le même panier. Parce que bien souvent, l'entraide, c'est une réaction organique au sein de la classe ouvrière et des opprimés dans une situation critique ou dans une lutte spécifique. Puis ce qu'on a vu au début de la COVID, ça avait un certain caractère progressiste. Les travailleurs qui elles-mêmes prennent les choses en main sans attendre que les capitalistes ou les gouvernements viennent les aider. Puis ça donnait un aperçu aux travailleurs, aux pauvres, de leur pouvoir potentiel. Ben, en passant, ça montre aussi qu'il n'y a rien de tel qu'une nature humaine éternelle, égoïste, quand on voit que dans les périodes de crise, les travailleurs s'aident entre eux. Et on le voit dans les périodes, de grève aussi, les mouvements de solidarité des travailleurs qui se mobilisent pour cuisiner, lever des fonds pour les grévistes, apporter des objets de première nécessité. Mais c'est pas de ça dont il est question ici. La question ici, c'est vraiment l'entraide comme stratégie, comme activité principale, ou une des activités principales d'une organisation révolutionnaire. Une stratégie pour gagner les travailleurs à nos idées, puis renverser le capitalisme. C'est ça dont il faut discuter. La question, c'est est-ce que c'est le rôle d'un parti révolutionnaire de prendre sur soi la responsabilité d'établir des réseaux d'entraide, fournir des services communautaires, etc. Donc les Black Panthers nous en offrent un exemple. Mais la première chose que je dirais, c'est si le rôle des révolutionnaires, c'était de servir le peuple, il faut se le dire, la tâche finirait jamais. Il y a des tonnes de problèmes dans la classe ouvrière. Ça va juste empirer avec l'inflation, les logements insalubres, la récession qui s'en vient, les pertes d'emploi. Ça me fait penser un peu à la... Je sais pas si vous avez déjà vu le meme du gars qui pelte de l'eau. Ça finirait plus d'essayer de servir le peuple et de régler tous les problèmes. Mais aussi, ça submergerait le parti, l'organisation révolutionnaire, si on se donnait ça comme mission. Puis en fait, j'avais trouvé une citation intéressante d'un militant du Black Panther à Philadelphie qui disait ça. Il disait « Dès le matin, les gens nous appelaient pour qu'on les aide avec tous leurs problèmes. » Puis il dit, ben, leurs problèmes devenaient nos problèmes et on faisait notre devoir. Mais le parti faisait presque que ça, à un certain stade, d'aider la communauté avec leurs problèmes. Mais évidemment, quelques milliers de militants, ça limite nécessairement leur temps pour faire d'autres choses, comme de l'éducation politique. Puis malgré les énormes efforts du Black Panther, ben, leur programme communautaire, c'était une goutte d'eau dans l'océan des problèmes des Noirs. Mais aussi, plus que ça, il y a un autre effet potentiellement négatif de socialistes qui mettent sur pied des programmes communautaires pour augmenter l'intérêt envers le socialisme. C'est un argument aussi. Mais la première chose que je dirais, c'est que c'est un peu une vision rétrograde des travailleurs, comme si les travailleurs ont besoin qu'on leur donne un service
pour s'intéresser à nos idées. Non, beaucoup de jeunes, de travailleurs s'embarquent dans un mouvement sans penser à ce que l'organisation peut faire pour eux, mais en se disant qu'est-ce que moi je peux faire pour aider l'organisation révolutionnaire. C'est ça l'attitude qu'il faut fomenter. Mais donc si on attire des gens à cause de services qu'on offre, ben, c'est pas une loyauté qui est politique. Puis c'est un raccourci vers la construction d'une organisation révolutionnaire. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé une citation d'un Black Panther, d'un militant du Black Panther, qui montre exactement ce que je décris en fait. Puis il explique justement la relation entre les masses puis le parti, et il dit la chose suivante. Bien que nous n'ayons peut-être pas besoin de leur aide directe, des masses, pour mener une révolution armée, nous prenions le pari que si c'était le cas, ils répondraient plus favorablement à un groupe de personnes qui s'occupent du bien-être de leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais cette citation-là révèle deux choses. Donc les masses sont un auxiliaire. Si les masses nous aident dans la révolution armée, comme si c'était au parti de faire la révolution. Puis l'autre chose, ben, c'est d'aller chercher une loyauté politique basée sur des services. Puis c'est pas comme ça que les marxistes, on souhaite gagner la classe ouvrière à nos idées. Puis l'autre aspect de la question des programmes d'entraide, qui paye? Qui paye pour ces services-là qu'on donne à la classe ouvrière ou aux opprimés? D'où vient cet argent-là? Chez les Black Panthers, ben devinez, ça venait d'hommes d'affaires de la communauté qui acceptaient de donner des denrées pour les déjeuners ou des vêtements. Donc, on compte sur le bon vouloir des riches pour aider à soulager la souffrance des pauvres. Puis c'est pas des méthodes révolutionnaires, même si les intentions sont bonnes. Mais aussi, même si l'argent venait pas d'hommes d'affaires ou de riches. Pensez-y 2 minutes. Pourquoi ce serait à nous, les travailleurs, les étudiants pauvres, de gratter dans le fond de nos poches pour régler les problèmes que le capitalisme est pas capable de régler? Au Canada, il y a 1500 milliards de dollars dans les comptes en banque des riches, assez pour nourrir tout le monde, construire des hôpitaux, des écoles. Ce serait à nous de fournir des déjeuners gratuits. C'est un scandale que le capitalisme nous force dans ces conditions-là. Puis pourquoi le capitalisme n'est pas capable de donner des salaires assez élevés pour nourrir nos enfants? Pourquoi il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide? C'est pas aux révolutionnaires ou aux pauvres de prendre le peu qu'ils ont pour donner des services que la bourgeoisie veut pas donner. Notre rôle, c'est de s'organiser pour renverser ce système-là. Puis d'ailleurs, toutes les conquêtes de la classe ouvrière, le système de santé gratuit dans certains pays, les programmes sociaux, n'ont pas été gagnés par de l'entraide qui éventuellement se généralise. Non, ça a été gagné par des luttes de masse, des grèves, des occupations, des manifs qui ont forcé les capitalistes à instaurer des programmes sociaux. Mais c'est pas un nouveau débat non plus, en fait. À l'époque des bolcheviks, du mouvement marxiste russe, il y avait cette question-là qui est survenue dans les années 1890. Il y a eu une famine en Russie, en 1892 plus précisément, puis ça posait la question, qu'est-ce que les groupes marxistes devraient faire maintenant? Puis Lénine avait des commentaires à l'époque, il a même refusé de se joindre au comité de soutien local, puis dénonçait les illusions de ces gens-là dans le fait de régler les problèmes par la philanthropie, par juste aider les masses. Puis Trotsky disait sur cette période-là, en parlant de la famine et du rôle des marxistes, il disait la chose suivante. Si un révolutionnaire occupe dans les comités légaux et les réfectoires une place qui revient de droit à un membre des Zemstvos, qui étaient les parlements libéraux ou les groupes libéraux, ou à un fonctionnaire de l'État, qui occupera la place du révolutionnaire dans l'action clandestine? Donc, je ne sais pas si c'était clair, mais ce qu'il veut dire, c'est si les révolutionnaires s'occupent de sauver les masses, qui bâtit le parti révolutionnaire? Personne ne va le faire à notre place. On a tous un temps très limité et personne ne va disséminer les idées marxistes à notre place. Et c'est pas le rôle du Parti révolutionnaire de combler les vides laissés par l'État bourgeois. Mais donc, le temps file. Il faut au moins que je parle un peu de la chute du parti. Mais le parti, le Black Panther Party, marquait les esprits, c'est clair, avec leur coup d'éclat en Californie, leur appel à se défendre par tous les moyens nécessaires. Ils ont attiré une couche de Noirs radicalisés qui cherchaient à lutter contre le racisme. Bon, à partir de 1968, Huey Newton, le leader du parti, est mis en prison. Il y a une énorme campagne pour le libérer, qui attire aussi les appuis de d'autres groupes de gauche américains. En 1968, le parti comptait déjà 2000 membres, après 2 ans d'existence. Puis il atteint même 5000 membres en 1969-70. Ils avaient d'ailleurs quelque chose d'assez inspirant aussi. Leur journal, d'ailleurs, ils avaient un journal qui vendait à 250 000 exemplaires au sommet de leur gloire. Je pense, puis nous, on porte fièrement la tradition de vendre un journal révolutionnaire, puis on devrait aspirer à se rendre là un jour. Mais donc, ce parti-là terrifiait la classe dirigeante américaine, qui a lancé une campagne vraiment monstrueuse de répression des Black Panthers, le fameux programme
vous avez peut-être déjà entendu, le COINTELPRO, qui était un programme de contre-intelligence du FBI qui s'attaquait d'abord au Parti communiste américain, mais qui éventuellement s'est attaqué de manière extrêmement vicieuse envers le Black Panthers. Ils ont envoyé un mémo à tous leurs agents de penser à des mesures créatives et perturbatrices pour mutiler le Black Panther. En 1969, c'est le free-for-all, un party de détruire les bureaux des Black Panthers. La police rentre, saccage tout, arrête tout le monde. Puis l'année 1969, c'est l'année du meurtre brutal de Fred Hampton, un des leaders les plus inspirants de l'époque. En pleine nuit, la police de Chicago rentre chez lui. Il avait été drogué la veille par un agent infiltré, tire sur tout le monde, puis tue Fred Hampton. Il y a une photo sur Google, vous pouvez la chercher. On voit les 4 policiers ressortent avec le corps de Fred Hampton, le sourire aux lèvres. C'est dégueulasse. Puis après les événements, les policiers ont inventé un tissu de mensonges que les Panthers avaient commencé une fusillade. Puis ceux qui ont survécu l'attaque se sont fait arrêter puis accusés de tentative de meurtre des policiers. Mais ça, camarades, c'est ça le système contre lequel on se bat. Un système raciste, un système injuste, un système où les riches, les capitalistes puis leur police peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'impunité. C'est ça le système contre lequel on se bat aujourd'hui. Puis l'État américain a eu aucune retenue avec les Black Panthers. Ils ont utilisé tous les moyens pour détruire le parti. Ça allait même jusqu'à envoyer des fausses lettres à des camarades signées par d'autres camarades pour les monter les uns contre les autres, puis augmenter les tensions dans le parti. Puis en fait, ces méthodes-là ont même contribué à la scission du Black Panther. Il y a eu une scission en 1971. Puis la scission s'est faite à la télé, imaginez ça. Une entrevue en direct de Huey Newton puis Eldridge Cleaver qui vont publiquement entrer en débat puis dans les faits scissionner live à la télé. Imaginez ça. Mais donc c'est vers 1971 que vraiment la chute du Black Panther Party commence. C'est sûr que la répression n'a pas aidé, mais la répression elle-même, ça suffit pas pour expliquer le déclin du parti. C'est pas toutes les organisations qui sont condamnées à tomber avec la répression capitaliste. En fait, la répression était à son plus haut en 1969 et le parti a continué à grossir après. Donc, il faut chercher plus profond pour les causes de la chute du parti. Donc, le parti s'est formé vers la fin du mouvement des droits civiques, après plus qu'une décennie de lutte, formé par, comme j'ai dit, la couche la plus radicalisée qui voulait porter la lutte plus loin, impatiente de lutter contre l'oppression, mais généralement parlant, la grande mobilisation des masses de Noirs était entrée dans une période de déclin relatif. Puis le mouvement des Black Panthers était très spectaculaire, attirait l'attention, mais surtout composé d'une minorité de jeunes et très déconnecté de la classe ouvrière plus large. Puis il y a eu aussi des concessions de la classe dirigeante. Vers la fin des années 60, la mobilisation contre la guerre du Vietnam a commencé à descendre. Ça a été la fin du service militaire. Puis même le gouvernement de Richard Nixon a commencé des mesures de ce qu'on appelle l'affirmative action, qui est la discrimination positive. Il a ajouté des mesures de discrimination positive pour des quotas et tout ça pour favoriser l'inclusion des Noirs dans des postes de l'État, donner l'impression qu'ils faisaient quelque chose. Mais donc, le mouvement de masse d'émancipation des Noirs entrait dans une période de déclin relatif, on pourrait dire. Mais la question se posait sur ce que l'organisation pouvait faire alors que la perspective de révolution immédiate était moins probable. Mais donc, il y a 2 ailes qui se développent dans le parti puis qui se séparent en 1971. Donc, Huey Newton, lui, a commencé à devenir, en fait, ouvertement très réformiste. Il appelait sa perspective « Survival Pending Revolution », la survie en attendant la révolution. Donc, il disait que la révolution, c'est pas pour tout de suite, puis en attendant, il faut survivre, il faut exister. Et donc, il faut focusser sur des programmes communautaires pour aider les Noirs à juste survivre. Puis il va même aller jusqu'à affirmer qu'il faut s'allier aux capitalistes noirs contre l'ennemi principal. Donc, Huey Newton, très rapidement, s'est tourné vers le réformisme et le pessimisme devant les perspectives révolutionnaires. Mais de l'autre côté, Eldridge Cleaver, lui, fait l'erreur inverse. Il devient ce que nous, les marxistes, on appelle ultra-gauche. Il va revendiquer une lutte armée immédiate pour renverser le gouvernement. Il va mener la Black Liberation Army, un groupe paramilitaire qui organise des bombardements, des fusillades avec la police, des expropriations de banques, un peu comme si la révolution peut être menée juste par des petits groupes divorcés de la classe ouvrière. Mais donc ça va mener à une lutte fractionnelle extrêmement vicieuse dans le Black Panther, qui atteint des proportions inimaginables, c'est-à-dire la limite entre le conflit politique et le crime était floue. Des camarades s'assassinent entre eux, imaginez. Mais c'est Huey Newton va garder le contrôle formel du parti, puis il va expulser tout le monde.
Mais déjà au début des années 71-72, le parti est vraiment plus l'ombre de lui-même déjà. Ils vont soutenir des candidats démocrates aux élections à New York et à Oakland. Puis le parti, le déclin s'est poursuivi tout le long des années 70. Puis le parti est redevenu un groupe local de Oakland. Ils vont même aller jusqu'à soutenir la candidature d'un maire démocrate à Oakland en 1977. Mais en fait, il le soutenait en vue que lui enlève les charges criminelles contre des membres du Black Panthers. Donc, très rapidement, le parti a dégénéré. Puis en 1982, la dernière école du Black Panther a été fermée et le parti a cessé d'exister. Mais vraiment, les 10 dernières années sur papier du Black Panthers, c'était plus du tout le même parti. Puis en tant que groupe révolutionnaire, les Black Panthers n'existaient plus. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà discutées, mais quelques trucs que je voulais ajouter. Ça nous montre un exemple, oui, de courage, d'héroïsme, de sacrifice pour une cause collective. Mais ultimement, le parti n'était pas basé sur une idéologie, un programme clair. Et c'était probablement sa principale faiblesse. Puis, justement, au début des années 70, une couche s'est tournée vers le réformisme, une autre vers la guérilla. C'est quelque chose qu'on voit souvent, en fait, dans l'histoire du mouvement communiste, dans certaines organisations marxistes, qu'en période plus difficile, une partie tourne le dos à la classe ouvrière, puis défend des méthodes très sectaires de lutte, des petits groupes de guérilla qui se substituent aux masses. Puis d'autres perdent confiance dans la capacité des travailleurs de faire une révolution, puis se contentent de réformer le système, puis le rendre un peu moins pire. En fait, des deux côtés, ça reflète un manque de confiance dans la classe ouvrière. Mais ça reflète l'absence d'une véritable analyse marxiste. Puis le marxisme, on le dit souvent, c'est une vision à long terme de l'histoire. La lutte des classes, elle a des hauts, elle a des bas. C'est vraiment facile de tomber dans la démoralisation devant les obstacles si on n'a pas assimilé cette vision-là. Pour l'anecdote, Eldridge Cleaver, qui revendiquait la guérilla, tout ça, est devenu un républicain de droite qui acceptait le capitalisme dans les années 90. Mais la théorie marxiste, ça permet de garder la tête froide dans toutes les périodes. Puis le rôle des marxistes, c'est de bâtir patiemment, contre tous les obstacles, l'organisation révolutionnaire. Puis je l'ai dit, et avec une orientation ultimement vers la classe ouvrière. Puis ça, c'est quelque chose que les Black Panthers n'avaient pas beaucoup. Ils étaient très divorcés de la classe ouvrière, noire comme blanche d'ailleurs. Puis donc, je l'ai dit, mais la théorie, c'est pas une question secondaire. C'est pour ça qu'on organise des écoles comme aujourd'hui, clarifier les idées et le programme. Mais un autre point important, c'est que des idées confuses et contradictoires, ils étaient aussi liés à des méthodes organisationnelles confuses et contradictoires dans les Black Panthers. En fait, je dirais une absence de méthode organisationnelle. Il n'y avait pas de structure démocratique quelconque, il n'y avait pas de congrès, il n'y avait pas de branche démocratique, il n'y avait pas de direction élue dans le parti. Je l'ai mentionné tantôt, Stokely Carmichael a été nommé premier ministre, d'ailleurs, c'est un drôle de terme, nommé par en haut premier ministre du parti. Donc, c'était un parti qui était dirigé selon les caprices et les idées personnelles de quelques dirigeants du parti. Ça voulait dire que les conflits même personnel entre les dirigeants, jouent un rôle complètement disproportionné dans l'élaboration des idées politiques du parti. Puis le conflit télévisé de deux camarades, c'est probablement le pire exemple plutôt. Puis cette absence de structure-là, d'ailleurs, ça rendait beaucoup plus facile l'infiltration par la police et le FBI. Et puis une autre parenthèse aussi, comment était financé le parti? Non seulement par les ventes de journaux, mais aussi et surtout par des dons de riches célébrités. Puis ça, inévitablement, ça tord les politiques d'un parti. Puis quand les dons des riches sont arrêtés, ils ont dû trouver toutes sortes d'autres raccourcis pour trouver de l'argent. Il n'était pas une organisation bâtie sur les fonds des travailleurs et des pauvres, ce qui est notre tradition d'ailleurs à la TMI. Donc oui, une organisation révolutionnaire, c'est des idées, c'est un programme, c'est une théorie, c'est une tradition, mais la structure est importante aussi. Ça prend une structure démocratique où les membres peuvent discuter, débattre, les corps dirigeants sont élus, puis ont des comptes à rendre à leurs membres. Donc, pour conclure la présentation, il y en a beaucoup à dire là-dessus, mais ce que je dirais, pour finir, c'est que la période qui s'ouvre devant nous, je l'ai déjà dit, a beaucoup de parallèles avec les années 60 et 70. Les années 60-70, c'est une des périodes les plus turbulentes de l'histoire américaine. Puis et l'histoire mondiale d'ailleurs, et on est entré dans une période très similaire. Mais une différence importante, c'est qu'à l'époque, avec le boom économique, c'était possible de faire des concessions à la classe ouvrière et aux opprimés. Puis les droits démocratiques de base ont été gagnés,
Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un boom économique. Puis tout le monde parle de la récession à venir, ça va amener plus de souffrance, d'inégalité, puis forcer les masses à rentrer en lutte. Qu'est-ce qui était derrière le mouvement Black Lives Matter il y a 2 ans? C'était pas juste une question de brutalité policière, de racisme, mais derrière tout ça, il y avait les énormes inégalités, les emplois misérables pour les Noirs, les logements trop chers, trop petits, puis toutes ces conditions-là vont mener à continuer à de nouvelles mobilisations. Puis je pense qu'en finissant, on doit revendiquer le meilleur des leaders des Black Panther Party, l'appel à lutter pour le socialisme, à la lutte de classe contre toutes les formes de racisme, une lutte unie des Noirs, des Latinos, des Blancs, des jeunes, des vieux, de toutes les identités, de toutes les oppressions, contre le système capitaliste et toutes les formes d'oppression, de renouveler cet appel-là des meilleurs leaders des Black Panthers. Puis le potentiel de la lutte est incroyable. La classe ouvrière américaine, c'est 130, 140 millions de personnes. C'est un énorme potentiel pour changer la société. Fait que j'ai beaucoup dépassé mon temps déjà, mais je vais finir sur les lignes de poème d'une militante des Black Panthers, Assata Shakur, qui était la tante d'ailleurs de Tupac, le chanteur. Elle dit la chose suivante, elle dit « J'ai été séquestré par les sans-foi ni loi, menotté par les malveillants, bâillonné par les rapaces. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'un mur n'est que ça, un mur. Rien de plus. Il peut être abattu. » Ce mur-là, c'est le système capitaliste et on va l'abattre. Merci.